Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler point lecture. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Dans cette vidéo, je vous parlerai du tome 2 et 3 de Guerre du monde émergé de Licia Troisi. C'est paru chez Pocket Jeunesse. Je vous parlerai des Décharnés, le tome 2 Sans futur de Paul Clément, c'est en auto-édition. J'enchaînerai sur La Bête et Bethany de Jack Medjit Phillips et Isabelle Follat chez Bayard Jeunesse. Je vous parlerai de L'Antidote Mortel, le tome 1 de Cassandre Lambert paru chez Didier Jeunesse. J'enchaînerai avec Jusqu'en Enfer, c'est le tome 2 des aventures de l'externe de Leigh Bardugo paru chez De Saxus. Et on finira avec L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer paru chez Hachette. Allez, je commence en vous parlant d'une fin de saga puisque j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Guerre du monde émergé. Donc j'ai clôturé cette trilogie. Je la lisais en lecture commune avec Adeline, ma copine, qui a les tomes chez elle. Donc moi je les avais empruntés à la bibliothèque, c'est pour ça que je ne vous montre que ce tome 3 puisque le tome 2 est déjà reparti à la bibliothèque. Je les ai relativement enchaînés parce que j'avais pas envie de faire traîner cette trilogie. Il y en a une autre qui suit, je crois que c'est Légende du monde émergé, mais pour ça il faut encore que je peaufine pour pouvoir les emprunter. Nous sommes 40 ans après Chronique du monde émergé, donc nous ne sommes plus avec Niall et Sénar qui ont eu leur histoire dans la première trilogie. Nous sommes avec Doubé. Doubé qui est une jeune femme qui a un lourd passé. Elle a tué un de ses amis quand elle était très jeune, quand elle avait 8 ou 9 ans il me semble. Donc c'est une enfant de la mort, et à ce titre-là, la guilde des assassins qui cherche à la recruter parce que, en tant qu'enfant de la mort, elle a sa place légitime dans la guilde des assassins. Sauf que Doubé a toujours été protégée par un homme, par son maître, qui lui a appris à devenir un assassin, mais qui lui a instauré des valeurs et qui lui a fait promettre de ne jamais tuer personne. Bref, Doubé est complètement perdu dans le tome 1 puisque son maître est mort et que la guilde des assassins la pourchasse et va lui administrer, on va dire comme ça, administrer une malédiction qui va la changer à jamais et qui va l'obliger à tuer. Donc nous sommes dans la suite, Doubé se dépatouille tant bien que mal avec cette malédiction, avec cette bête qu'elle a en elle qui l'oblige à tuer, et sur son chemin elle va croiser des personnages que nous connaissons de la première trilogie comme Ido, le gnome qui a aidé, qui a été le maître de Niall, qui a été son ami, qui a aidé à vaincre le tyran dans la première trilogie. Et donc nous sommes face encore à un ennemi qu'on trouvait dans la première trilogie. Bref, si vous n'avez pas lu Chronique du monde émergé, vous ne serez pas perdu, mais en même temps il y a tellement de choses qui renvoient à la première trilogie que ce serait dommage de ne pas l'avoir lu avant. Donc j'ai beaucoup aimé, que ce soit le tome 2, que ce soit le tome 3. Le tome 2 souffre un petit peu plus du tome 2, justement. C'est un petit peu le passage obligé entre le premier tome d'introduction et le tome final où il y a énormément de choses qui se passent et où on a la conclusion. Le tome 2 est un petit peu plus lent, il se concentre un petit peu plus sur les relations entre Doubé et Loenrin. Loenrin qui va se prendre un beau vent de la part de Doubé. C'est assez rare pour que je le note parce que, en général, dans les romans de fantasy, vous avez une petite histoire d'amour annexe. Et en général, bah, ça se passe plutôt bien. Soit ils ne sont pas attirés l'un par l'autre, soit ils sont irrésistiblement attirés. Et là, en fait, c'est pas le cas. Loenrin est amoureux de Doubé comme c'est pas permis. Et Doubé, en fait, se rend compte que elle n'éprouve rien pour Loenrin et elle se traîne en fait ce boulet pendant tout le tome 2 qui s'accroche à elle et elle a le malheur de le laisser un peu s'engouffrer dans la brèche. Bref, c'était très malaisant ce tome 2 parce que vraiment on sentait que Loenrin allait s'en prendre plein la tête. Bref, dans le tome 3, on est sur quelque chose de plus classique du coup, avec Doubé donc, qui s'éloigne de Loenrin, chacun ont leur quête, ils vont faire leur chemin, chacun de leur côté. Doubé va être en binôme avec l'ex de Loenrin,
Bref, voilà, il y a plein de situations en fait assez cocasses, même si le thème principal, ce n'est absolument pas les petites histoires d'amour entre les personnages. Non, le thème principal, c'est une grande quête pour défaire la guilde des assassins, pour lutter contre leur plan machiavélique, pour acquérir encore plus de pouvoir et pour remettre sur le trône le tyran et gouverner le monde, en gros. Donc voilà, c'est une trilogie quand même assez classique, mais Chronique du monde émergé, c'était un petit peu dans le même genre, on est dans de la fantasy, et on reprend les codes de la fantasy. Ça n'empêche que j'ai passé un très bon moment. Heureusement, on rencontre un personnage fort, que ce soit dans le premier tome, on le voit, dans le deuxième tome, il prend un peu plus d'importance, dans le troisième tome, il explose. Je l'ai adoré ce personnage-là, et je pense que c'est sur ça que tient en fait toute cette trilogie, c'est ce personnage-là. Je ne vais pas vous en parler, vous verrez bien si vous l'aimez autant que moi. Bref, voilà, une bonne trilogie de fantasy. Je continuerai avec la suite, qui, je ne sais pas si c'est vraiment la suite plus tard dans le temps, ou si on est sur une histoire complètement différente, ou qui se passe avant, je ne sais pas, légende, ce que ça donnera, mais en tout cas j'aime beaucoup le monde émergé. Je continue avec une suite de saga, et peut-être une fin, puisque je ne sais pas si Paul Clément a prévu une suite ou pas. On est dans les décharnés, c'est le tome 2, on est 10 ans après les événements du tome 1, et on va suivre la petite fille du tome 1, qui a grandi, qui a 10 ans de plus, et qui vit dans une communauté fermée. Ils accueillent très peu d'étrangers pour leur survie, hein, on va dire, et donc cette petite fille a bien grandi. Emma est maintenant plus qu'adolescente, hein, elle est jeune adulte, et elle va devoir quitter cette communauté pour aller chercher de l'aide. Une personne de la communauté est partie quelques temps avant, elle va essayer de la retrouver, de suivre ses pas, suivre ses traces pour demander de l'aide, puisqu'il s'est passé quelque chose dans la communauté, ils ont besoin d'un médecin, et bien sûr ils n'en ont pas, donc elle va partir sur les routes, et sur les routes, eh bien, c'est le monde d'après. D'après, les zombies ont tout envahi, tout détruit, les zombies sont sur les routes et tuent les derniers survivants. Donc c'est une histoire de survie. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. Il est différent du tome 1 où on était vraiment dans un tout petit groupe, et puis c'était les prémices, c'était le début, l'attaque des zombies. Là ça fait 10 ans que la situation est comme ça, les gens ont appris à vivre avec, donc voilà, c'est très différent, et en même temps j'ai beaucoup aimé ce tome 2, je crois que je l'ai peut-être même préféré au tome 1. Il est plutôt haletant, vous vous doutez bien que partir sur les routes avec des zombies à vos trousses, mais comme d'habitude, dans les romans survivalistes, dans les romans de zombies, ce ne sont pas forcément les monstres que l'on croit. Les humains rehaussent toujours le niveau. Donc voilà, on a un petit rappel du tome 1 avec un personnage qu'on retrouve. Bref, c'était bien fait, c'était haletant, c'est bien écrit, c'est de l'autopublication, mais il n'y a aucune coquille, en tout cas je n'en ai pas trouvé. Donc c'est un super travail de super qualité, et je ne peux que vous recommander si vous aimez les zombies. Et même si vous les aimez pas, je pense que ça peut vous surprendre, parce que ça passe tout seul. Même si on n'aime pas les zombies, franchement, je pense que ça peut passer tout seul. Commencez par le 1, bien sûr. Mais celui-ci, si vous n'avez pas lu le tome 1, vous pourrez vous y retrouver. Il vous manquera quelques références par rapport aux personnages, justement, qu'on retrouve. Mais je pense que ça peut se lire indépendamment. On continue avec les tomes 2. Donc avec La Bête et Bethany. Si vous m'aviez suivi pendant que je lisais ce livre, vous avez dû déjà voir un petit peu mon avis. Je vous le résume, on va dire. Donc c'est un tome 2. Dans le premier tome, nous suivions Ebenezer qui venait adopter une petite fille, Bethany, à l'orphelinat. Il prend la gamine la plus exécrable, la plus insupportable du lot, parce que son but, ce n'est pas d'avoir une gentille gamine à la maison qu'il va pouvoir aimer. Son but, c'est de faire bouffer Bethany à la bête qui est dans son grenier. Donc autant prendre une gamine que personne ne regrettera. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça, et que finalement le monstre du grenier va comment dire, faire pâle figure par rapport à Bethany. Donc ça c'était dans le premier tome. Dans le second tome, nous sommes toujours avec Bethany et Ebenezer qui vivent tranquillement leur petite vie.
Je ne peux pas vous parler de ce qui est arrivé à la bête, sinon je vous spoil tout, mais quelque chose va casser ce bonheur qu'ils ont institué, même si c'est un bonheur tout relatif, puisque Bethany ne fait plus de bêtises et elle s'ennuie, donc elle cherche à tout prix à remettre un petit peu de piment dans sa vie. Ebenezer, c'est pareil, il fait pas grand chose de sa vie. Bref, heureusement qu'il va y avoir un petit truc pour enrayer la machine, sinon on s'embêterait un petit peu. Dans les premiers temps, je n'ai pas vraiment reconnu les personnages. Dans ce tome 2, je ne leur reconnaissais pas cet humour noir, cette fougue, cet attrait pour les bêtises, justement, de Bethany. Et donc ça me manquait, je ne les reconnaissais pas et je trouvais que le roman finalement était assez plat, linéaire et qu'il ne se passait pas grand chose. Heureusement, on les retrouve par la suite. Face aux difficultés, on arrive à les voir reprendre leur personnalité si farfelue, si haute en couleur qu'on aimait dans le tome 1. Et par la suite, avec les événements, il y a même des super bons sentiments qui apparaissent et on voit en fait le lien qui s'est tissé entre les deux personnages et entre d'autres personnages. Et voilà, c'était plutôt agréable, même si je vous dis le début, c'était pas ce que j'attendais et j'étais un peu déçue. Mais bon, le reste a été rattrapé par la fin. Allez, je vous parle ensuite de l'Antidote mortel que j'ai lu dans le but de m'acheter le second tome à Montreuil, puisque Cassandre Lambert sera à Montreuil, que j'avais lu l'Empire des femmes, le tome 1 pour le Plib, et que j'avais ce roman depuis longtemps, puisque Marilyn me l'avait acheté en 2021 à Montreuil. Elle l'avait même customisé en faisant un jaspage noir. Donc je m'étais dit, quand même, pour Montreuil 2023, ce serait bien que je l'ai lu. Donc je l'ai lu, il était dans ma palle d'Halloween, puisque je ne sais pas pourquoi, mais l'Antidote mortel me faisait penser un petit peu sorcière, ce jaspage noir était parfait. Je l'ai lu et j'ai passé un très bon moment, c'est agréable, ça se lit vite, c'est pas forcément super original, parce que c'est des choses qu'on voit venir, c'est une écriture assez classique dans de la fantasy, mais bon, ça a fait le job, ça a bien marché pour moi. On va suivre 3 personnages. Whisper qui est la princesse destinée à régner, sauf que c'est une princesse qui est prisonnière de son palais. On la suspecte d'être un peu fragile, de ne pas pouvoir voir le monde, donc on la surprotège, sachant que sa mère est malade. Voilà, depuis qu'elle a donné naissance à Whisper, elle est malade, sa santé se dégrade à grande vitesse et le roi va décider de demander au peuple de trouver un antidote pour réussir à guérir la reine. Donc cet antidote, il faut se présenter au palais avec, il sera testé, puis donné à la reine pour voir s'il marche. Nous avons Jadis qui lui est un gamin qui a toujours été pas mal rejeté. Il a une énorme tache sur le corps, donc il est repoussé en disant lui il est malade, il ne faut pas l'approcher. Et Jadis va se voir confier une mission d'aller au palais et de remettre à la reine l'antidote. La personne qui l'a recueilli lui donne un coffret et lui dit ne le perds pas en route, c'est l'antidote pour la reine. Donc Jadis va se mettre en route et va essayer de donner cet antidote par tous les moyens, sans comprendre son rôle réellement là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on lui confie cette mission à lui? Il ne le sait pas. Et ensuite nous allons suivre Eden, qui est orpheline et qui n'a qu'un seul but, c'est de se venger. Vous l'avez compris, ces 3 personnages vont se retrouver ensemble. Voilà. Hasard, pas hasard, on ne sait pas. Ils vont se retrouver sur la même route et ensuite se passera ce qui se passera. C'est un livre qui se lit facilement, où il y a pas mal d'événements, pas mal de rebondissements, sachant que les rebondissements, moi je les ai vus venir, mais je pense que ça vient aussi du fait que je lis énormément de fantasy, que ça a tendance à toujours être les mêmes engrenages, les mêmes trucs pour amener l'histoire. Mais ça ne m'a pas dérangé et comme je vous l'ai dit, j'achèterai le tome 2 à Montreuil si je peux et je lirai la fin de cette histoire avec plaisir. Il y a une thématique, les tomes 2, les sagas. Vous voyez, je lis très peu
très peu de one-shot, parce que là on est encore sur un tome 2 avec Jusqu'en Enfer de Leigh Bardugo, qui était la suite de la 9e maison. On est dans un univers complètement différent du Grishaverse. On est à Yell, parmi les sociétés secrètes de Yell, et Alex Stern fait partie de la 9e maison, la 9e société qui est chargée de réguler les autres sociétés. Les autres sociétés, ce sont les sociétés que vous connaissez, les Skulls and Bones, ce genre de sociétés dont on entend parler à Yell. Et en fait, elles pratiquent la magie. Des fois, elles invoquent des démons, elles utilisent la magie du sang, elles font des divinations, ce genre de choses. Et le Lété, la 9e maison, est chargée de réguler ça, d'assister au sortilège, de gérer, de faire en sorte que ça ne dérape pas. Donc Alex est toute seule à faire ce boulot. Elle était secondée par un homme qui avant l'aidait, mais cet homme a disparu dans le tome 1. Et là, on va reprendre l'histoire du tome 1 et on va aller chercher cet homme. Se dire, il a disparu mais il ne doit pas être mort, donc comment on peut faire pour aller le récupérer peut-être. Donc voilà, c'est l'intrigue de ce tome 2. Je l'ai bien aimé. Je crois que je l'ai préféré au tome 1 parce que le tome 1 était très dense. Moi j'avais trouvé qu'on était dans une atmosphère très noire, très sombre, mais très compliquée, très complexe. Dans le tome 1, j'avais pas forcément pris beaucoup de plaisir parce que je ne comprenais pas les tenants, les aboutissants. Et là, j'étais vraiment bien ancrée dans l'histoire. Maintenant, je voyais le contexte général, j'avais compris la place d'Alex. Et donc là, on va se retrouver avec un groupe de personnes qui va donc aller chercher le mentor d'Alex. Et ça va passer par pas mal de réminiscences. On va replonger dans le passé de chaque personnage et le fait d'apprendre ce qu'ils ont vécu chacun, ça vous ancre dans l'histoire et ça vous donne de l'empathie pour les personnages. Autant dans le premier tome, on vous les présente, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, on ne sait pas trop d'où ils viennent, etc. Autant dans ce second tome, on vous dit exactement ce qui fait d'eux ce qu'ils sont grâce à leur passé. Et là, c'était top parce que voilà, on avait ce contexte, on avait tous les éléments pour aimer les personnages et s'attacher à eux. Voilà, donc j'ai passé un très bon moment avec ce tome 2. Je lirai la suite s'il y a une suite. Je ne suis pas sûre. Je crois que c'est fini. Je peux me tromper. Il me semble que c'est une duologie. Mais en tout cas, Alex Stern, c'est un personnage qui est très intéressant. Et dans un univers de monstres, de démons, d'enfer. Voilà, une mythologie très poussée que j'ai beaucoup appréciée. Et on termine avec L'Engrange-Temps. Alors moi j'enlève la jaquette quand je lis. Et puis bah du coup... je le trouve magnifique. Ce roman est splendide. Voilà, si vous avez la chance de prendre la version reliée, n'hésitez pas. Je me suis fait couper la chic par ma carte mémoire qui était pleine. Donc, je vous disais, je vous parlais de L'Engrange-Temps, qui est un magnifique ouvrage, déjà en soi, et qui, moi, m'a totalement convaincue. J'ai adoré cette histoire. En même temps, on nous parle de voyage dans le temps, de trames temporelles, d'univers parallèles créés avec ces différentes trames. Bref, pour moi, c'était carton plein. Je ne sais pas si je donne un coup de cœur. Je pense que je vais donner un coup de cœur parce qu'en fait, je me rends compte que je suis de plus en plus difficile et que je ne donne plus de coup de cœur. Donc, allez, va pour le coup de cœur, même s'il y a des éléments qui me... Alors, pas qui me gênent, mais qui sont faciles. Voilà, trop simple. Bref, nous sommes dans ce roman avec, bien sûr, je n'ai pas la jaquette. Pourtant, je l'ai fini il y a 2 jours, je ne me rappelle déjà plus les prénoms. Hein, vous vous rendez compte? Nous sommes avec Sophie qui est horlogère. Elle gère la petite boutique reprise de son père, puisque son père est décédé quelques temps avant. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et elle est aussi chronolangue, c'est-à-dire que elle peut parler avec les horloges qui sont des Zoranima et qui sont donc des horloges douées d'une âme. Elle fait sa petite tournée au palais, puisque le palais est doté de nombreuses Oranima, donc Sophie est en charge de gérer ces Oranima, de les remonter, de les entretenir, de les nettoyer. Et on lui dit qu'il faut qu'elle aille dans une pièce où il y a une horloge, une Oranima, qu'elle a remontée il n'y a pas si longtemps, donc il n'y a pas de raison qu'elle y retourne.
Mais surtout une pièce qu'elle n'a pas accès. Normalement, elle est toujours surveillée, il y a des gardes avec elle, elle ne peut pas rentrer dans cette pièce toute seule. Là, on la laisse passer, seule, elle se retrouve dans cette pièce et elle se dit « Ouh, ça sent mauvais !» Et elle se retrouve face au frère du roi, son frère jumeau, Dimitri, qui lui donne une mission, qui lui dit « Je vais passer à votre boutique tout à l'heure, il faudra me réparer l'objet que je vais vous donner. » Et voilà, ce qu'il fait. Quelques heures plus tard, il passe en boutique, il lui donne cet objet et Sophie va être brinque-ballée dans une histoire pas possible à cause de cet objet qui est un engrange-temps. Elle ne le réalise pas tout de suite, elle ne sait pas ce que c'est. Elle n'a pas les connaissances de son père puisque son père n'a pas fini de l'instruire, elle n'a pas fini de faire d'elle ce qu'elle devrait être puisque son père n'a pas eu le temps de lui expliquer, de lui montrer comment mettre une âme dans une horloge, donc créer des oranima. Ça, elle ne sait pas le faire. Elle n'a pas toutes ses connaissances. Et donc, elle ne va pas se rendre compte de ce qu'elle tient dans les mains jusqu'à ce qu'elle soit propulsée dans le passé avec Dimitri et qu'elle change complètement son histoire. J'espère que je n'en ai pas trop dit. De toute façon, il se passe tellement de choses après que, bah écoutez, je ne peux pas trop vous en dire de toute façon. Il faut que vous découvriez tout ça. Et moi, j'ai passé un très bon moment. C'est un roman, finalement, assez jeunesse. Il peut être mis dans les mains de gamins très tôt. Parce qu'il n'y a rien qui fasse vraiment trop peur. Oui, il y a certaines choses, des complots, ce genre de choses, mais je pense que c'est très simple. Je pense que tout le monde pourra comprendre ce qu'il en est. Même tout ce qui est l'histoire de temps, en général, c'est assez complexe. On voyage dans le temps, on change le futur, on change tout ça en étant dans le passé. Et finalement, en fait, l'histoire, elle est tellement bien faite qu'il n'y a pas de problème de compréhension. On comprend ce qui se passe et on ne se pose pas mille et une questions. Finalement, les changements qui sont faits dans le passé sont expliqués et prennent vie devant vous et on se triture pas le cerveau. C'est pas compliqué, franchement, c'est ce que j'ai aimé, c'est une lecture hyper fluide, je l'ai lu en même pas 2 jours, alors il est pas très gros, hein, il doit faire 300 et quelques pages, ouais, 375, et là je suis... Alors j'ai pas lu la suite, parce que la suite c'est un extrait, enfin c'est le début du tome 2. Ça non, je me réserve la surprise, j'aime pas trop lire le premier chapitre des tomes 2. Donc je me réserve la surprise, je crois qu'il sort en janvier ou février, donc il n'y a pas tant de temps à attendre. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé Sophie. Elle est assez naïve dans sa personnalité, elle a des a priori un petit peu comme tout le monde, mais elle arrive à passer outre et à s'ouvrir aux personnes. Encore une fois, c'est quelque chose de prévisible. J'ai vu venir certains événements parce qu'on les voit arriver sur leurs gros sabots. Mais en soi, ça m'a pas dérangé. J'ai aimé la petite histoire un petit peu mignonne entre 2 personnages. J'ai aimé toute cette histoire de temps. Ça, j'adore. Mais voilà, c'est mon truc à moi, j'adore les livres qui parlent de temps, de voyage temporel, de trame temporelle, etc. Ça, j'adore. Donc, c'est propre à moi. J'espère que si vous lisez ce roman et que vous n'êtes pas particulièrement emballé, vous l'aimerez quand même. En tout cas, moi, je me suis bien attachée et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, quand j'ai commencé le roman, il y avait un petit air de la passe miroir. Vous expliquez pourquoi? J'ai fait un tel parallèle, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que ce sont les objets animés qui viennent parsemer le récit? Alors ce ne sont que des horloges? Je ne sais pas. Franchement, mais j'avais cette impression de la passe miroir. Certains auront plutôt La Belle et la Bête hein, en tête, puisque avec ces objets qui arrivent et qui parlent, etc. Non, moi j'avais la passe miroir. En tout cas, c'était une excellente lecture que j'ai beaucoup aimée, outre le côté un peu prévisible, outre le côté très jeunesse finalement des personnages, de l'histoire. Ça m'a pas dérangé et j'attribue un coup de cœur à ce roman. Et moi je lirai la suite. Hein. Je lirai la suite parce que la fin est ouverte. Il y a toute une possibilité en fait sur la suite. Donc je lirai la suite, c'est sûr.
Bon, bah écoutez, j'en ai terminé, cette vidéo est longue. Je me suis gardé d'autres livres, toutes mes lectures du Black November, je les ai regroupées, je vous en parlerai dans une seule vidéo, comme ça on regroupera le Black November, on fera une vidéo thématique spéciale thriller, roman noir. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé maintenant, parce que j'en ai lu quand même 3, j'en ai 3 à vous présenter. Mais ce sera pour une autre vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des romans que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me donner votre avis, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, si vous avez aimé, détesté. N'hésitez pas à me dire, tous les arguments sont bons. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.